tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire de la semaine politique. On voudrait aborder 3 points avec vous. On voudrait aborder le sujet Sébastien Delogu, député insoumis en Algérie, et la prise de distance de son mouvement vis-à-vis d'une interview qu'il a donnée à la télévision algérienne. On va aussi revenir sur la rencontre entre Jordan Bardella et Nicolas Sarkozy dans les bureaux de ce dernier, ce que ça veut dire politiquement. Mais en premier lieu, le point le plus important pour la gauche cette semaine, c'était la rencontre de Lucie Castet, organisée par Lucie Castet, mercredi 2 juillet à Bagneux. Une réunion dans laquelle elle a réuni plusieurs partis politiques, notamment le Parti Socialiste, l'Après, Europe Écologie Les Verts, Génération et Debout, le parti de François Ruffin. Le matin, ils avaient rencontré des associations et des syndicats. Donc voilà, je vais te poser une première question, Catherine. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée? On a passé des coups de téléphone à plusieurs personnes qui étaient présentes à cette réunion. Voilà, c'est quoi les premiers enseignements, comme dirait Brice Teinturier? En fait, je crois qu'on redoutait, toi et moi, puis un peu beaucoup, que ce soit juste une photo et puis salut bye bye à la rentrée. En fait, c'était beaucoup mieux que ça, je pense. Ça a aussi été une photo. Oui, bien sûr, mais enfin bon, je veux dire, c'était pas juste l'affirmation de l'existence de on est, ils n'ont pas juste dit on est, ils ont fait un peu plus que ça, ils ont enclenché un processus. Moi, ce qui m'a frappé avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, c'est que tout le monde était super content de cette réunion. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'il y avait un état d'esprit très constructif, à l'écoute, qui ne nie pas les divergences, les problèmes à résoudre, qui sont de différents ordres, de fond ou de méthode, etc. Mais qu'il y avait vraiment la volonté d'aboutir. Je crois que c'est ça que tout le monde a retenu des participants de cette réunion, et donc du coup nous on a été emballés, on a pris le train, on s'est dit alors donc peut-être qu'ils vont réussir à faire quelque chose, parce que c'était quand même le nouveau Front Populaire était un peu encalminé. Le fait que Olivier Faure ait gagné son congrès fait que le Parti Socialiste était présent avec une légitimité relativement solide. Tout le monde sait avec quelles difficultés il a gagné son congrès, mais le fait qu'il ait associé Boris Vallaud à la direction du parti, et Boris Vallaud était présent à la réunion du CICAST. Donc en fait, c'est quand même une bonne partie du Parti Socialiste qui partage l'orientation donnée par Olivier Faure. Il faut une candidature de rassemblement. Alors, je crois que tout le monde autour de la table ne donne pas le même périmètre à ce rassemblement. Mais c'est pas je crois, c'est je sais. Les socialistes n'ont pas envie qu'il y ait les insoumis. Ils sont fortesses qu'ils n'y soient pas. Ça leur règle un problème interne. Tandis que le reste des forces sont plutôt pour dire il faut que les insoumis viennent. Je ne sais pas qui croit que les insoumis vont venir. Je pense que personne n'y croit vraiment. Jean-Luc Mélenchon est assuré de la légitimité qu'il a à représenter, à proposer quelque chose qui est susceptible de rassembler la majorité ou l'écrasante majorité de la gauche. Comme il l'a fait en 2017 et en 2022, il pense qu'il va pouvoir le renouveler. Ce n'est pas l'analyse... alors pour le coup, ce n'est pas l'analyse de beaucoup. Beaucoup pensent que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas embarquer la gauche, il peut peut-être passer au second tour et encore, mais qu'il ne peut pas gagner, et que l'enjeu c'est tout le monde rappelle ça, l'enjeu c'est d'ouvrir une perspective qui ne soit pas de droite radicalisée ou d'extrême droite. Voilà. Donc, ils ont l'air d'être contents, ils ont l'air de se dire qu'ils vont trouver une méthode. Moi, j'ai trouvé intéressant...
Moi, je l'ai déjà dit, je n'étais pas pour qu'on reparte sur l'idée du programme du nouveau Front populaire, qui est un programme qui a été élaboré dans l'extrême urgence de la dissolution, qui est parti du programme de la France insoumise. Je trouve que ça n'a aucun sens que ce ne soit pas la France insoumise qui soit candidate, mais qu'on lui prenne son programme. Pour moi, ceux qui sont légitimes à porter le programme de la France insoumise, c'est la France insoumise. Donc Jean-Luc Mélenchon portera son programme. Je pense que s'il y a une autre candidature, c'est pas la France insoumise en gentille. Je trouve ça pas raisonnable. Et surtout, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui restent en débat à gauche et que l'objectif, c'est que la gauche s'élargisse et donc propose des façons d'aborder la situation française et internationale qui fassent que son socle ne reste pas en dessous des 30% comme c'est le cas désormais, quoi. Donc moi je suis contente parce qu'ils ont dit oui, il y a le socle notre socle programmatique. En fait, ça fait trop longtemps que je ne fais plus de politique, quoi. Je me dis ça. Je comprends la légitimité politique de ça. C'est-à-dire que c'est vrai que ça ancre politiquement l'existence de ce lieu. Ils ont été d'accord sur ce programme. Mais ils se disent qu'il faut qu'ils travaillent et donc ils ont prévu des conventions, 6 grandes conventions sur 6 grands thèmes. Commencer par l'éducation et la réindustrialisation. Ouais, voilà. Et que donc ils vont construire l'équivalent d'un programme commun avec des mesures sur lesquelles ils vont tous se mettre d'accord et puis après chacun va raconter à sa manière ce programme commun, ses orientations, ses priorités, etc. Puisque évidemment, je sais pas moi, admettons que Boris Vallaud représente les socialistes et François Ruffin, c'est pas exactement la même histoire. Et Marine Tondelier et Clémentine Autain non plus. Moi, je voulais commencer par un sentiment. Enfin, tu en as un peu parlé, tu as dit nous, on a été emballés. Et c'est vrai que je pense que c'est important puisque la question de la dynamique que peut susciter un tel rassemblement. Donc ils ont appelé ça, tu l'as pas dit, Front populaire 2027, hein, c'est le nom qu'ils ont donné à leur rassemblement. Est-ce que ça va être susceptible de générer une dynamique dans le peuple de gauche à la hauteur, parce que c'est ça c'est ça qu'ils ont en arrière-pensée, à la hauteur de ce qui avait été fait en juillet dernier pendant la campagne des législatives? Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. Mais effectivement, il y a une première graine qui est plantée et c'est là-dessus qu'ils tablent. Et en fait, ce sur quoi ils tablent, effectivement, c'est la capacité à dire « la gauche, c'est nous ». Parce que nous faisons la proposition d'une candidature commune à laquelle, jusqu'à présent, et si j'enlève le Parti Socialiste, mais c'est pas eux qui ont appelé à la réunion, hein, c'est Lucie Castet. Et Lucie Castet, elle avait invité la France Insoumise et le Parti Communiste qui ont refusé de venir. Donc en fait, elle dit, voilà, la gauche commune, c'est nous. Le reste, ce sera des gens qui ne veulent pas faire avec nous. Et l'enjeu, c'est que ce narratif, ce récit, en fait, qui est proposé par ces gens du Front populaire, soit plus fort que le récit de Jean-Luc Mélenchon qui va dire aussi « la gauche c'est moi » parce que j'ai fait 22% à la dernière présidentielle, donc et plus fort aussi peut-être que la proposition de Raphaël Glucksmann. Donc sauf que pour pouvoir asseoir ce récit dans une réalité de perspective de prise de pouvoir, il va falloir effectivement faire une proposition. Et on en avait déjà parlé, on en a parlé dans deux newsletters cette semaine, tu vois. La proposition, quel projet en fait ils vont articuler à leur processus de désignation est une question importante. Et là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord avec Catherine. Enfin, relativement. On a eu un débat cette semaine. Non, mais tu vois, c'était dans le cadre d'une primaire. Parce que moi, je vois qu'à l'intérieur de ce Front populaire, il y a des projets qui sont différents. Tu viens de le dire, entre le projet du Parti Socialiste, si tant est qu'il soit très stable, mais enfin, ils veulent tenter d'élaborer parce qu'en plus, ils ont nommé, là, il y a, comment elle s'appelle, Chloé Ridel, députée européenne, qui a été mandatée pour élaborer un projet pour la présidentielle. Pas pour construire un groupe de travail, elle ne va pas le faire toute seule. Elle ne va pas le faire toute seule, mais elle commence à le faire. Elle a fait une tribune dans le Nouvel Obs cette semaine. Et François Ruffin, et donc lui aussi qui construit son projet souverainiste, de gauche, les écologistes qui aussi, eux, ont une matrice, ont un projet. Alors on peut dire, est-ce qu'il est élaboré ou pas, machin. Bon, ils ont tous des choses différentes à dire. Clémentine Autain, les communistes. Donc,
la question c'est, est-ce qu'on va dire, bon, bah, on va faire une primaire, et puis, admettons, c'est François Ruffin qui gagne, et donc du coup, le projet de Front Populaire 2027, c'est un projet souverainiste. Je pense que ça va pas être possible, tu vois, je pense que ça ne va pas être envisageable. Donc du coup, le pendant à ça, c'est de dire, bon bah, on va faire des compromis. On va genre prendre, alors François Ruffin il dit, admettons, j'y vais vraiment à la truelle, tu vois, mais il dit il faut fermer les frontières pour tout ce qui n'est pas, pour tous les biens qu'on peut faire en France. Admettons que ce soit ça la proposition. Les européistes socialistes, tu vois, sont pas trop d'accord, tu vois, ils disaient bah non, mais il y a l'Union Européenne, ah bah non, les échanges, donc du coup quoi, on ferme pour la moitié des biens, enfin tu vois, et si on fait ça sur tous les sujets, bon bah on va pas y arriver. Le projet va pas être intéressant. Et surtout, le projet ne va, il va ressembler à rien. Et deuxièmement, il ne va pas être susceptible de générer une dynamique qui, à un moment, doit emporter toute la gauche et à un moment aussi doit emporter toute la France. Et ben non, mais donc je sais pas ce que je pense et je sais pas ce que tu penses en fait. Alors, ta description. Jusqu'au bout. Genre, le problème, ça va être dans le processus de désignation. A priori ça va être une primaire, mais peut-être que ça peut être autre chose, il va falloir que cet esprit de rassemblement, c'est-à-dire l'esprit de dire, genre, nous allons trouver un moyen pour que des identités différentes, des cultures politiques différentes, parfois divergentes, puissent coexister dans un espace, il faut que ça soit premier. Il ne faut pas que ça soit la défense. Déjà, il faut que chacun construise son projet, tu vois. Il y a un projet qui ressemble à quelque chose. Et qu'ensuite, sur la base de ce projet, ben, ils y aillent et ils disent, voilà, genre, on fait comment pour coexister pacifiquement et créer quelque chose qui puisse être propulsif. Et j'ajoute que la difficulté là-dedans, parce que c'est l'anti-hégémonie en fait. Et c'est ça le truc le plus important et qu'aujourd'hui, moi, je sais pas comment on le résout, ce problème-là. Tu vois, genre, parce que la proposition depuis 10 ans, c'est de dire, il y a une élection présidentielle, paf, premier tour, celui qui gagne, c'est le meilleur, celui qui arrive devant, en l'occurrence, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc c'est lui qui représente la gauche, et puis le reste, vous avez qu'à vous ranger derrière. C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il dit. Il assume cette hégémonie. C'était un tweet de, comment elle s'appelle, Clémence Guettet, qui revenait sur les 10 ans de la stratégie hégémonique, c'était le mot qui était utilisé, de la France insoumise. Donc on peut plus faire, on peut pas faire comme ça. C'est pas gagnant. Donc le problème c'est que je ne vois pas comment, si tu fais une primaire, comment celui qui arrive en tête, il ne devient pas hégémonique. C'est ça mon problème avec la primaire. Alors c'est pour ça que moi, le truc qui m'est apparu le plus important dans les coups de fil que j'ai passés pour avoir un peu un ordre d'idée de ce qui s'était passé, pour savoir comment ça s'était passé, c'est le plus important à mes yeux, c'était l'état d'esprit autour de la table. Parce que les différences de point de vue, elles sont à peu près connues, on sait qu'elles ne sont pas insurmontables, ils se parlent, ils ne se détestent pas, mais ils ont vraiment des entrées différentes. Et donc, le fait que les uns et les autres décident de se parler, se respectent et sachent, les uns comme les autres, qu'ils ne peuvent pas se passer des uns des autres, c'est ça qui me semble le plus important. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça ne s'écrit pas. Alors, je suis contre l'esprit d'hégémonie, ça je suis d'accord, je trouve que ça ne convient pas à la réalité d'une gauche qui est en train de muter en fait. C'est-à-dire qu'on est, devant une nécessité de rebâtir. Alors il y en a qui ont plus ou moins avancé dans le domaine. C'est évident que la France insoumise, ceux qui sont les plus en avance dans la reformulation d'une proposition politique de gauche, mais tout le monde est devant cette exigence de rebâtir une vision, un projet, des propositions, que donc les lignes de partage, elles vont peut-être bouger, des gens qui étaient séparés vont peut-être se retrouver, et puis il y en a de nouvelles qui vont arriver, j'en dirai 2 mots après sur ça. Donc il y a besoin de reconstruire, il y a besoin d'échanger, d'avoir des idées, mais le fond du fond, c'est comprendre que dans l'autre, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à entendre, comprendre que l'autre, il doit avoir sa place. J'ouvre une parenthèse, parce que c'est une discussion que je mène avec les uns et les autres à titre individuel, puisque on fait regard dans cet esprit. C'est notre état d'esprit à regard. C'est-à-dire que quand on fait une newsletter sur Raphaël Glucksmann et qu'on dit que Raphaël Glucksmann dit des choses qu'il faut regarder,
prendre à sa bonne mesure et discuter. On n'a pas besoin de répéter toutes les 5 minutes qu'on n'est pas d'accord avec Raphaël Glucksmann ou qu'on n'est pas d'accord sur tout avec Raphaël Glucksmann. On peut dire que quelqu'un dit des choses intéressantes et qu'on peut en discuter. Ça me paraît être le point numéro 1 nécessaire aujourd'hui pour construire la gauche. C'est-à-dire justement cet esprit de clash, de clivage systématique, dans lequel on s'insulte, dans lequel on dénie à l'autre le caractère de gauche. Le nombre de messages qu'on a, où on nous dit « Ah, gna gna, les socialistes, depuis quand ils sont de gauche ? Ah, gna gna, Raphaël Glucksmann, depuis quand il est de gauche ?» Et non, mais ça m'assomme. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'imagine? Qu'on va s'en sortir en excommuniant les uns et les autres, en se maltraitant? Donc, l'important, c'est de se dire qu'il faut avoir le courage de défendre ses idées, il faut avoir un esprit d'ouverture, il faut se mettre en situation de débat. Et pour aller jusqu'au bout, tout ça, c'est pas que d'un côté de l'échiquier. C'est sûr que la France insoumise, ils l'ont porté comme presque une culture, ce que je crois être dramatique. L'idée qu'il faut clasher avec les autres, qu'il faut les insulter, et à commencer par ceux qui sont les plus proches, par exemple le regard. Donc nous, on se fait laminer par la France insoumise, mais des proches de Raphaël Glucksmann nous ont fait le reproche qu'on ait dit que Raphaël Glucksmann ne faisait pas une proposition politique ou je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, non, mais stop, quoi. Je veux dire, bien sûr qu'on a le droit d'avoir un point de vue critique sur Raphaël Glucksmann. Nous n'insultons pas Raphaël Glucksmann, mais nous pouvons discuter avec Raphaël Glucksmann. Donc, je termine par là. L'essentiel pour moi de la réunion d'autre jour, c'est qu'il y ait des gens qui ont quelque chose à dire, quelque chose à défendre, mais qui ne le font pas par exclusion et qu'on retrouve un esprit démocratique à l'intérieur de la gauche qui a été très 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 malmené de toutes parts, parce que la politique qu'a fait François Hollande, ça a quand même beaucoup malmené la gauche et ça a beaucoup rendu difficile le dialogue. Moi je voudrais faire un point sur, on en a déjà parlé il y a quelques mois, tu en avais parlé dans une newsletter, sur la dernière primaire en fait, qui s'est passée à gauche, c'était la primaire des écologistes en 2021. Donc pour la présidentielle 2022. Il y avait 5 propositions sur la table. Jean-Marc Governatori, qui a fait un score epsilonesque. Et puis il y avait 4 autres propositions qui ont toutes fait au premier tour de cette primaire, qui ont toutes faites entre 20 et 25%, quoi. Donc à peu près le même score. C'était Sandrine Rousseau, Yannick Jadot, Éric Piolle et Delphine Batho. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vraiment regardé ce qui s'était passé, écouté les discours des uns et des autres, et c'était costaud. C'était très intéressant. Très intéressant. Chacun et chacune avec des propositions structurées, un projet clair, des différences assumées et un respect des uns par rapport aux autres. La chose, c'est qu'ils ont tous fait entre 20 et 25%. À la fin, donc au deuxième tour, c'est Yannick Jadot qui l'a emporté. Enfin, c'est Sandrine Rousseau et Yannick Jadot qui sont allés au deuxième tour. Yannick Jadot l'a emporté au deuxième tour. Qu'est-il resté dans la proposition présidentielle de Yannick Jadot, par exemple, de ce qu'avait proposé Delphine Batho ou même Sandrine Rousseau qui allait au deuxième tour? Bah rien. Et ça, pour moi, c'est ça mon problème, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et mine de rien, au premier tour, franchement, il était à 4% au-dessus de Delphine Batho, tu vois. Enfin, bien sûr, ils étaient à touche-touche. Et donc, je suis là, genre, c'est dommage parce qu'il y a eu une super truc, mais à la fin, Yannick Jadot l'a emporté et donc, il a pris toute sa proposition. Alors, ils font toujours la même chose, c'est qu'ils disent, ouais, dans le staff, dans l'organigramme, on met aux bons endroits les bonnes personnes. D'accord. Bon, ça, c'est bien pour les gens. Sandrine Rousseau avait été présidente du conseil de compagne, je sais pas quoi. Ça n'avait pas duré longtemps. Oui, et peu importe. Genre, le fait est que dans la proposition politique, il n'est plus resté que la proposition de Yannick Jadot. Et ça, je pense que c'est un problème et je sais pas comment on s'en sort. Oui, surtout que moi, je vais te dire un truc. Je me souviens en 2017 que j'avais pris position à l'époque, j'étais
dans l'espace autour du PC, proche du PC, les gens avaient été très très heurtés par le fait que Jean-Luc Mélenchon avait décidé tout seul de se déclarer candidat à l'élection présidentielle et qu'il était, à l'époque, il y avait encore le Front de gauche officiellement, et qu'il était passé outre des procédures de désignation collective, etc. Et que moi, je me souviens, à l'époque d'une réunion où il y avait beaucoup de monde comme ça qui discutait, et j'étais, je pense, très seule à avoir défendu la légitimité de cela. Pourquoi ? Parce que je pense que il faut aussi de la cohérence, c'est-à-dire que moi j'ai vécu la campagne de José Bové en 2007, donc après le non-référendum, où José Bové, soi-disant, représentait les collectifs libéraux, et donc anti-libéraux, et autour de lui, il y avait des gens qui représentaient des tas de sensibilités de ces collectifs. Et donc chaque fois qu'il allait à la télé, tu avais tout le monde qui venait autour de José Bové pour lui foutre la pression. Il a été nul à chier. Mais vraiment, d'ailleurs, il a fait un résultat lamentable. Je ne sais même pas combien il a fait, 2%. Je ne sais plus, c'était affreux. José Bové, on lui avait complètement cassé les pattes. Je veux dire, à force d'avoir voulu faire qu'il soit le point équidistant des uns et des autres, on lui avait vraiment, on l'avait vidé de sa substance. Ce monsieur ne disait plus rien quand il allait sur les plateaux. Et donc, moi, je garde ça en mémoire et je me disais, non, un candidat, il faut il peut pas être soumis à la négociation permanente avec les uns et les autres. C'est pour ça que le fait que le candidat, ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais que le candidat ait à la fois un point de vue et un esprit d'ouverture et démocratique, qu'il soit capable de comprendre que les autres peuvent lui apporter quelque chose, c'est ça qui est essentiel. Il ne faut pas que ça lui casse les pattes. Si ça lui casse les pattes, on a une candidature, une campagne de loose complète. Mais si, dans son ADN, dans sa proposition politique, précisément, il prend la mesure de la refondation nécessaire. Nom de Dieu, la gauche et les catégories populaires, mais c'est la cata, quoi. Franchement, c'est catastrophique, la situation. Et donc, si on n'intègre pas ça comme une question, quel que soit le candidat, qu'il soit écologiste, qu'il soit François Ruffin ou socialiste ou Clémentine, peu importe, il faut que cette question-là, il entende la préoccupation des autres, qu'ils comprennent que les autres peuvent l'aider à le résoudre. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il faut que chacun soit une personnalité, mais que dans l'ADN de cette personnalité, il y ait l'esprit démocratique et absolument pas l'esprit d'hégémonie. C'est ça, c'est en ce sens où je crois que j'avais faux en 2017, c'est que je pense j'avais raison de dire que Mélenchon n'avait pas à passer par les fourches caudines de tous les appareils, etc. Mais par contre, ce qui était dommage, c'est que Mélenchon n'avait absolument pas un esprit démocratique. Je peux témoigner personnellement du sujet. Franchement. Bon, il n'y a plus qu'à souhaiter bonne chance en fait à cette initiative, tu vois, parce que honnêtement, pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose qui a été fait, tu vois. Le fond, c'est ce que moi je retiens. C'est ils en ont envie et ils ont conscience que c'est un moment crucial dans l'histoire de la gauche et du pays, quoi. Je voulais juste rajouter un point parce que c'est par rapport justement, on parlait de Raphaël Glucksmann qui est un peu en train de se chercher là, comme on en avait parlé la semaine dernière, il a produit un espèce de débauche de programme présidentiel, c'est pas produit un espèce, enfin il a travaillé, il a fait un truc, c'est propre, c'est pas une ébauche, c'est solide. Mais il dit pas Raphaël Glucksmann candidat à l'élection présidentielle encore. D'accord. Mais bon, bref, peu importe. Il a proposé quelque chose qui est solide. Exactement, de costaud. Et donc, on se demande dans quelle mesure jusqu'où il va pouvoir aller. Parce qu'on s'était dit à un moment, si Olivier Faure ne remporte pas son congrès, n'est plus le secrétaire national du Parti socialiste, si c'est Nicolas Meyer-Rossignol, alors il y a un espace pour Raphaël Glucksmann qui pourrait être le candidat de cet autre Parti socialiste. Ça n'a pas été le cas. Et Olivier Faure s'ancre dans ce Front populaire. Et donc, se pose la question de c'est quoi son espace, en fait, pour pouvoir aller jusqu'à la présidentielle. Et notamment, la question non négligeable des appareils. Parce qu'on ne peut pas aller à la présidentielle à 5, tu vois. Et aujourd'hui, Place Publique, c'est pas leur faire un affront que de dire que c'est un micro-parti.
parti, qui n'est pas susceptible de porter à la présidentielle un candidat, fût-il Raphaël Glucksmann. Certains prennent l'exemple, ils disent oui, mais tu vois, Emmanuel Macron en 2016, il n'y avait rien. Non, non, Emmanuel Macron en 2016 pour 2017, et ça je le répète tout le temps, il est allé chercher les 3 plus gros élus de France, socialistes, il s'avère que c'était socialistes, c'est Richard Ferrand, Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb. Hein. Il les a récupérés un an avant, et derrière, ça veut dire que tu as 3 régions qui font campagne pour Jean-Yves Oui, et puis il était quand même déjà bien installé dans l'appareil d'État. Exactement. Je veux dire, c'est non seulement il avait des dirigeants socialistes qui avaient du poids dans le Parti socialiste et dans l'appareil, mais il avait aussi une partie il bénéficiait d'une partie de l'appareil d'État et de soutien dans le monde de la production, enfin de l'économie, quoi. Je veux dire, il n'est pas arrivé comme un bleu. Hein, exactement. Et on ne dit pas que Raphaël Glucksmann arrive comme un bleu, mais il ne bénéficie pas de ça. Donc, un intellectuel, il n'est pas dans l'appareil d'État, Raphaël Glucksmann. Non. Et donc, parfois, j'entends dire ça et là, alors je lis ça sur les réseaux sociaux, mais aussi avec des éditorialistes et tout, tu vois, qu'une partie du Parti socialiste pourrait faire sécession. Et oui, mais en fait, c'est important de le redire, parce que je ne le crois pas non plus. Non. Parce que il y a une proposition, là, il y a Pascal Canfin qui fait une proposition, en gros, pour le centre. Il appelle ça... les progressistes. Les progressistes pour résister, en gros, aux fascistes. Et donc, il veut chapeauter une force du centre droit et du centre gauche, dans lequel Raphaël Glucksmann pourrait se retrouver. Pour l'instant, il n'a rien dit, hein, mais voilà, j'imagine que Pascal Canfin, il a ça comme une petite idée. Et il se dit même, j'imagine, Pascal Canfin, vu comment il est rédigé, que des Nicolas Meyer-Rossignol, Carole Delga et compagnie, tu vois, pourraient être intéressés par cette proposition. Moi, je ne le crois pas, parce que si Nicolas Meyer-Rossignol et Carole Delga ne sont pas partis du Parti socialiste, alors même que il y a eu la fuite des macronistes, etc., et qui sont toujours au Parti socialiste, ils sont socialistes, tu vois. Et contrairement à ceux qui sont partis, dont je mets en doute la probité intellectuelle, quant à la réalité de leur socialisme, tu vois, tous ceux qui sont partis chez Macron, ceux qui sont restés, ce sont des socialistes, et c'est Olivier Faure qui a gagné. Certes, ils sont dans l'opposition à l'intérieur du parti, mais ils restent socialistes. Et donc, ils se soumettront à la décision. Je t'ai pas dit que Carole Delga fera campagne pour François Ruffin si jamais fera campagne toute casserole dehors, si jamais c'est lui qui choisit, ou non, je sais pas comment on dit, toute voile dehors, voilà. Si c'est Clémentine Autain ou François Ruffin qui est choisi par le Front Populaire 2027. Mais ils ne quitteront pas le Parti socialiste. Voilà, je voulais le rappeler parce que, en fait, on leur fait souvent des procès d'intention en disant « Ah, mais de toute façon, ils sont pas vraiment socialistes, ils sont même plus de gauche, ils vont partir. » Non, moi, je ne le crois pas, je les écoute fréquemment, Nicolas Meyer-Rossignol et Carole Delga, et ce sont des socialistes, et voilà. Et ils sont dans l'opposition à l'intérieur du parti, mais ils feront partie, en fait, de cette proposition commune pour 2027, j'en fais le pari. Oui, une petite chose, c'est que je pense que l'initiative de Pascal Canfin d'essayer de créer un espace au centre gauche, centre droit, traduit bien la difficulté politique dans laquelle se trouve cet espace-là, de déshérence, ils savent bon, donc ils feront des appels du pied à Raphaël Glucksmann. Est-ce que Raphaël Glucksmann y répondra? Ça, c'est une autre question, mais c'est pas la même que celle dont tu viens de parler, des dirigeants socialistes. Moi, pourquoi ils sont restés, pourquoi d'autres sont partis, tu vois, tu as parlé de probité intellectuelle, il y en a qui sont attachés au Parti socialiste et à l'histoire de la vieille maison, il y en a d'autres qui pensent qu'ils ne pouvaient pas partir parce qu'ils étaient des élus et que leur situation personnelle en tant qu'élus ne le permettait pas. Je veux dire, c'est pas que des questions, les écarts politiques entre certains d'entre eux et ceux qui... Enfin, tu vois, le choix d'aller rejoindre Macron ou pas, pour moi, c'est pas toujours parce que, enfin, je l'ai souvent dit ici, pour moi, le problème du Parti socialiste, c'est que s'il a fait naître Emmanuel Macron et si François Hollande a eu un bilan aussi désastreux, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils n'ont pas formulé une autre solution que le social-libéralisme. Et ça me fait terminer sur un point, sur ça. J'ai 2 petites choses à dire rapides. La première chose, c'est que
La Fondation Jean Jaurès, j'ai commencé à lire, je n'ai pas terminé de le lire, mais donc on y reviendra. La Fondation Jean Jaurès vient de publier sur son site, c'est pas forcément qu'elle l'endosse, mais en tout cas elle a donné crédit à une étude, ils sont un bon paquet à y avoir travaillé, sur les gauches européennes, et dans lequel ils font valoir le modèle danois, qui est un modèle, en fait, l'émergence d'une gauche conservatrice, un peu, ils n'osent pas le dire, mais quand même un peu xénophobe sur les bords, en tout cas qui propose que l'État-providence soit réservé aux nationaux et à ceux qui sont bien intégrés dans la société. Enfin bon, bref, quelque chose de ce genre-là. Et ils pensent que, et je pense qu'en fait, le problème, c'est que si on n'est pas capable de repenser la réponse progressiste, aujourd'hui, eh bien, l'impasse dans laquelle se trouve la social-démocratie peut conduire à cette réponse-là, c'est-à-dire le fait de défendre l'État-providence dans les frontières réservées à quelques-uns. C'est la proposition que font les socialistes danois, c'est la proposition que fait Sarah Wagenknecht en Allemagne, et c'est la proposition en fait qui est aussi plus ou moins portée dans une partie de la gauche intellectuelle française. Je pense notamment tous ceux qui sont autour du journal Franc-Tireur. C'est-à-dire que Franc-Tireur, où moi je discute très souvent avec Carole Barjon, qui était l'éditorialiste de gauche du Nouvel Observateur, qui est passé maintenant à la Revue Politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un monde intellectuel plus ou moins articulé au Parti Socialiste, dans des rapports pas forcément très solides, mais dans lequel la tentation d'une nouvelle offre social-démocrate, conservatrice, réduite aux nationaux, est quelque chose qui, moi je vois qu'elle est portée par des intellectuels, et je pense qu'elle peut devenir une proposition politique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais insister à propos de l'affaire Lucie Castet, c'est la position invraisemblable du Parti communiste. Parce qu'ils ont écrit une lettre à Lucie Castet qui est dans lequel ils vous font le tour de toutes les difficultés dans lesquelles se trouve la France, le monde et les travailleurs, et que donc ils ont conclu que l'urgence est de faire les élections municipales et que donc ils ne viendront pas au rendez-vous de Lucie Castet. Alors ça veut dire que ce n'est pas une fin de non-recevoir définitive, donc je pense qu'ils attendent de voir les élections municipales. Je ne vois pas, par rapport aux difficultés auxquelles va se confronter le Parti communiste, qui est notamment le fait que la France insoumise va essayer de tailler des croupières dans ces villes, moi je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas l'intérêt du Parti communiste à s'isoler du reste de la gauche quand il va avoir l'offensive de la France insoumise sur les villes communistes. Je ne comprends pas le calcul du Parti communiste. En tant que parti, pour ses intérêts, je pense qu'il a plutôt intérêt à être groupé avec le reste de la gauche. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'évidemment, la présence ou pas du Parti communiste a de l'importance sur la perception que l'on aura de ce groupe, de cet espace. Parce que certes, dans cet espace, il y a il y a Génération S, donc fondée par Benoît Hamon, il y a Debout, fondée par François Ruffin, et l'Après, fondée par Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Daniel Simonet, etc. Donc, des insoumis, des ex-insoumis. Donc on a trois petits partis qui sont plutôt bien identifiés gauche-gauche, mais enfin les deux grands partis qui ont du poids symboliquement dans l'histoire française et dans les institutions françaises, c'est les écologistes et c'est le Parti socialiste, qui n'ont pas exactement une image très à gauche, y compris les écologistes d'ailleurs. Je veux dire, je regrette de dire ça, mais ils apparaissent pas comme étant vraiment très à gauche. Donc le problème de se dire, est-ce qu'on a une nouvelle social-démocratie qui va définir un candidat face à un candidat qui serait radical de gauche porté par Jean-Luc Mélenchon? Si c'est ça, je souhaite bien du plaisir, à ce candidat, à nos amis Ruffin ou Autain. Donc le fait que le Parti communiste soit là ou ne soit pas là, ça change la gueule du truc, et ça change. Est-ce que c'est une gauche dans laquelle il y a l'histoire de la gauche, y compris ses dimensions radicales incarnées historiquement par le Parti communiste, ou pas? Et ça aura beaucoup de poids. Donc moi je crois que
c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu de force militante à proprement parler, encore qu'ils ont quand même des élus, ils ont quand même des militants, mais c'est aussi un enjeu symbolique que le Parti communiste soit autour de la table. J'espère qu'ils bougeront, qu'ils reviendront. D'autant que, dernier point, s'ils y vont tout seuls, franchement, d'abord ils apparaîtront comme vraiment des fouteurs de merde, alors que l'enjeu ce sera quand même d'aller au second tour. Et ils feront un tout petit score. Donc l'idée qu'ils vont s'affirmer, parce que c'est leur enjeu de maintenir leur existence et leur affirmation en tant que parti, là ils vont le faire, mais pas de bonne manière, et je ne suis pas sûre que ça va leur porter chance sur le futur. Le problème, c'est que je pense que c'est comme ça que Fabien Roussel comprend le mandat qui lui a été donné au moment du dernier congrès. Tu peux comprendre autrement aussi un peu. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il est allé dans le nouveau Front populaire, et tu peux aussi te dire, il peut aussi aller dans cet espace-là, faire valoir les idées des communistes et essayer de faire en sorte qu'elle soit entendue et qu'elle participe au pot commun. Je veux dire, le Parti communiste n'est pas en état de représenter la gauche, enfin, en tout seul contre tout le monde. Enfin, c'est juste lunaire comme façon de voir les choses. Enfin, moi, ça me navre pour eux et ça me navre pour nous tous, quoi, parce que on a besoin que le Parti communiste, dans son histoire et dans sa singularité, participe à la gauche. Là, ils sont en train de se mettre en dehors complètement du game, quoi. Ils sont ni là, ni là, ils sont ni avec Mélenchon, parce qu'ils ne s'allieront pas avec Mélenchon, ça je n'ai aucun doute sur le sujet, ils se détestent cordialement, donc ils ne s'allieront pas avec Mélenchon, ils ne s'allieraient pas, ils n'ont pas fermé la porte, hein, donc il ne faut pas... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, juste on terminera là-dessus, il y a d'autres rounds qui sont envisagés, et notamment une ouverture à d'autres forces politiques. L'invitation avait déjà été faite au Parti communiste, mais je pense qu'elle va être refaite. Genre là, il y a Nouvelle Donne, les régionalistes, etc. Non, c'est pas de même nature. Il y a un élargissement, mais je pense que le Parti communiste, il y est de première... Oui, bien sûr. Mais à la prochaine réunion, ils ont dit qu'ils feraient une réunion par mois. Oui, mais enfin, Pablo... Oui, tu veux pas que je le mette au niveau de Nouvelle Donne, j'ai compris, tu vois, et je suis d'accord avec toi. Je fais pas offense à Nouvelle Donne, mais je sais même pas qui c'est Nouvelle Donne. Donc, si tu veux, Parti communiste, ça encore un peu, ça raconte encore un peu quelque chose. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le format de mercredi n'est pas un format définitif. Fermé, évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, deuxième sujet qu'on voulait traiter ensemble, c'est la rencontre entre Jordan Bardella et Nicolas Sarkozy. Donc l'ancien président de la République a reçu le président du Rassemblement national dans ses bureaux pour un café. Et ils ont discuté. Alors on ne sait pas très bien de quoi ils ont discuté, mais le fait que cette réunion ait pu exister dit beaucoup de choses de ce que d'aucuns prophétisent depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, qui est l'union des droites. La réunion des droites entre l'extrême droite et la droite conservatrice traditionnelle qui incarne Nicolas Sarkozy. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, en début juillet 2025, Nicolas Sarkozy fait ce pas, parce que l'extrême droite fasse ce pas, ça c'est assez... Ils essayent sans arrêt d'aller discuter avec l'extrême droite, avec la droite, pour dire non, mais nous on n'est pas l'extrême droite, on est la droite, donc on veut bien discuter avec eux, etc. En revanche, la droite s'était toujours tenue à une saine distance de l'extrême droite. Il y a eu, pour ceux qui auraient oublié, il y a un an, toute une tripotée de... Non, une poignée plutôt de LR qui avait franchi le Rubicon à la tête, notamment avec Éric Ciotti, qui était président du rassemblement des LR et qui avait rallié Marine Le Pen. C'était pas rien. Mais genre l'entièreté, le reste des LR avait dit tut. Genre, Éric Ciotti, c'est un renégat, c'est un traître, on ne veut plus lui parler. Et d'ailleurs, en ce moment, les relations sont épouvantables entre les LR et le groupe d'Éric Ciotti. Donc là, c'est l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui vient apporter son onction, en fait, à Jordan Bardella. Enfin, toi, comment est-ce que tu le lis? Ah ouais, pour moi, c'est un geste que certains minimisent en disant Nicolas Sarkozy ne compte plus dans la vie politique, il essaye de se faire mousser.
côté, il en veut beaucoup à Emmanuel Macron parce qu'il a perdu sa Légion d'honneur et patati patata, c'est-à-dire en fait en le ramenant à un épiphénomène qui serait lié à la personnalité de Nicolas Sarkozy. Je n'en crois absolument rien. C'est-à-dire que je pense que d'abord, je rappelle que Nicolas Sarkozy, ça fait maintenant depuis que Emmanuel Macron est élu, qu'il travaille, œuvre au rapprochement des LR avec Emmanuel Macron. Que par ailleurs, les LR ne cessent de dériver de plus en plus vers l'extrême droite, aussi bien dans le contenu de leurs propositions que dans leur manière de s'exprimer, dans leur gestion. Enfin, je veux dire, on voit la manière dont Rachida Dati se comporte en tant que ministre de la Culture vis-à-vis d'une ancienne ministre de la Culture, des journalistes, etc., etc. Enfin, je veux dire, on est dans la violence, l'intimidation épouvantable, et que elle fait du Trump véritablement, c'est-à-dire qu'on veut faire taire les oppositions. Le fait que Laurent Wauquiez parle de coup d'état de droit permanent. Enfin, donc, je veux dire, il assume la remise en cause, il ne cesse de le dire les uns puis les autres, vouloir remettre en cause l'état de droit, mettre à mal les processus qui installent notre état de droit et notre démocratie en jouant avec le Conseil constitutionnel, en votant des lois qu'ils savent par avance être anticonstitutionnelles, en disant que le Conseil constitutionnel est censure et donc en décrédibilisant ce Conseil constitutionnel, etc. Donc ils ont à la fois dans le contenu, je ne refais pas toute l'histoire de ce qui... Je pense que les LR sont vraiment en train de vriller complètement. Et Nicolas Sarkozy est dans cette dynamique-là, et qu'il est en lien avec le reste de la droite non LR. Le consensus qui s'est fait aussi pour porter à la direction du parti Bruno Retailleau, je veux dire, qui a été un consensus extrêmement large, par détestation de Laurent Wauquiez, mais ça n'excuse rien. Tout ça me fait dire qu'on est dans un processus accéléré de recomposition des droites qui va vraiment des franges macronistes. Je ne dis pas que tous les macronistes sont embarqués là-dedans, mais il n'y en a pas beaucoup qui résistent. Quand même pas beaucoup, hein. Et que ça va jusqu'à l'extrême droite, et que tout ça se fait sous l'influence de ce qui se passe aux États-Unis et de la dynamique trumpiste dont on doit prendre la mesure aussi bien par l'effet de puissance et l'ancrage intellectuel, puisqu'en fait tous ces gens qui ont travaillé à la réélection de Donald Trump, maintenant ont décidé de s'occuper de l'Europe. Donc en fait, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, c'est juste ça que je voulais dire, mais que je regrette profondément que ce soit anecdotisé, l'histoire de Nicolas Sarkozy. En vérité, je pense que c'est un signe d'une évolution de la droite qu'elle a déjà connue dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, la droite a coupé avec l'extrême droite à la Libération pour se sortir du déshonneur qui avait été le sien avant la guerre et pendant la guerre. Avec De Gaulle, il coupe avec l'extrême droite, et là, hop, tout ça est en train de s'effacer et de revenir en arrière. Alors, il y a eu des choses qui se sont passées, enfin, ceux qui ont la mémoire encore plus longue que l'année dernière se souviennent qu'il y a des gens du côté de l'UDF qui avaient pactisé avec l'extrême droite pour pouvoir se faire élire, pour pouvoir avoir des postes dans des exécutifs régionaux ou locaux. Ça s'est déjà vu à un niveau assez élevé. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait d'une autre nature, et on prépare le ralliement des électeurs de droite à la candidature de Jordan Bardella au deuxième tour. Moi, je pense que tu as parlé d'épiphénomène en disant, il y a des gens qui disent que c'est un épiphénomène et ça n'en est pas un. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a deux façons en fait de lire cette rencontre, ou bien de dire ce sont des mécaniques
de partis politiques, en l'occurrence, c'est ce que tu as très bien raconté, les LR qui vont vers l'extrême droite, etc., ou bien de dire que Nicolas Sarkozy est un symptôme en fait d'une société qui est en train, je reprends tes mots ou les mots d'Usul, mais surtout les mots de Ionesco, de devenir des rhinocéros, tu vois. C'est-à-dire que je pense que c'est ça l'intuition de Nicolas Sarkozy, qui est un mec intuitif en politique. Son intuition, au-delà du fait qu'il où il est appartenu en fait à une famille politique qui était la droite traditionnelle, d'ailleurs qu'il a largement travaillé à reconfigurer, hein. Enfin, je veux dire, la création de l'UMP, c'était quand même pas rien dans un moment où il y avait deux droites. Mais au-delà du... C'est Chirac qui a pris l'initiative. Oui, c'est Chirac, mais lui en était aussi... Après, il a pris le joujou à Chirac pour en faire son joujou à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y a aussi une société en fait, et cette société qui existe aussi dans les partis politiques. Enfin, je veux dire, les partis politiques, pardon, ne sont pas étanches en fait à ce qui se passe dans la société. Mais ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans les médias, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe genre dans les PMU, dans le métro, dans les familles, etc. Tu vois, ça a aussi au bout d'un moment un impact sur Nicolas Sarkozy, tout ancien président de la République qu'il soit. Et ce que Nicolas Sarkozy perçoit, je pense, c'est cette fascisation. Alors, il n'utilise pas ce mot-là, je pense. Oui. Non mais, évidemment, il ne se reconnaît pas dans le fascisme. En voie de fascisation. Exactement. Mais pourtant, c'est de ça dont il est le symptôme, tu vois. Genre, oui, mais moi, je peux être d'accord avec toi à propos de la sphère politique et médiatique. Je ne le crois pas du point de vue de la sphère de la société. C'est ça que tu dis, c'est pas pour eux par rapport à la... Je ne crois pas que la société soit en train de se fasciser, en fait. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pointes, des endroits où ça va très très mal dans les idées. Mais, par exemple, on vient de vivre une semaine épouvantable sur le plan du climat qui nous a tous fatigués, affectés. Les Français ne sont pas climato-sceptiques. Ils ne suivent pas les points de vue d'extrême droite qui, en fait, te proposent de mettre de la climatisation partout et, dans le même temps, votent toutes les décisions qui aggravent le dérèglement climatique. Je crois pas que... Si tu veux, ce que je pense, c'est que les Français, ils font un peu avec ce qu'ils ont, quoi, sur le marché politique. Je ne suis pas sûre que la société soit en train de se fasciser. Elle fait ce qu'elle peut, la société. Mais je mettais pas... Quand je dis la société, c'est genre... La société, elle est aussi organisée en différents espaces, tu vois. Et je vois qu'il y a des espaces, notamment l'espace médiatique, notamment l'espace politique, notamment aussi l'espace genre des têtes économiques, quoi. Enfin, qui sont là, genre, oh, bah, l'extrême droite, c'est super. Hein. Enfin, tu vois, nous, sur les plateaux télé, genre les chefs d'entreprise, le MEDEF et tout ça, maintenant ils invitent l'extrême droite, c'est ok, machin. Donc déjà ces trois espaces-là qui ne sont pas des espaces négligeables. De toute façon, l'idée que mieux vaut l'extrême droite que le Front populaire, ça je pense que c'est une idée qui, dans les sphères dirigeantes, économique, médiatique ou politique, ça je pense que c'est ce qui domine. Et donc du coup, après, bon, c'est la sempiternelle question de genre pourquoi les gens votent, tu vois, donc là on en a déjà parlé, c'est Euphorie et comment il s'appelle Cocard, enfin deux sociologues, tu vois, qui ont travaillé sur cette question. Ils n'ont pas exactement le même corpus, enfin le même objet d'étude, mais ils arrivent à des conclusions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, dans des régions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais enfin, peu importe, il y a des réflexions sur ça. Pourquoi les gens votent Rassemblement National? Est-ce que c'est parce que ce sont des racistes? Bon, cette question là, ou des fascistes, la question reste entière. En tous les cas, la société se transforme, tu vois, genre, et la société elle se transforme à la fois par en haut, tu vois, par les médias dominants, par genre ce que fait le MEDEF et par ce que va faire Nicolas Sarkozy, mais aussi par en bas. Et il y a des échanges en fait en permanence. Et ce que je te dis, c'est que Nicolas Sarkozy là, il doit sentir que je pense que c'est même pas que pour des raisons il veut un poste dans le gouvernement de Jordan Bardella. Je pense que ça c'est exclu, tu vois. Mais il le fait parce qu'il sent que c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là que Jordan Bardella et le Rassemblement National a une proposition à faire au désordre du monde auquel tout le monde aujourd'hui fait face et que subit. On s'en branle, quoi.
Je veux dire, le mec, il va là où ça se passe, mais on s'en fout. Je veux dire, sa responsabilité de président de la République et de chef politique. Ça, moi, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le problème, c'est que là où ça se passe, comme tu dis. Et il semble que là où ça se passe, c'est chez Jordan Bardella, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jordan Bardella, c'est pas chez Bruno Retailleau, c'est pas chez Édouard Philippe, tu vois. C'est-à-dire que là, il considère que c'est plus là. Et c'est plus là où ça se passe. En fait, là où ça se passe, c'est à l'extrême droite. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est qu'un ancien président de la République voit bien que là où ça se passe, c'est du côté du Rassemblement national. Et ça me fait mal. Et je pense que le pire, c'est qu'il a raison. C'est là où ça se passe, tu vois. C'est pas chez Édouard Philippe ou chez Bruno Retailleau, tu vois. Non, mais c'est évident. La responsabilité pour la droite de reconstruire une droite, je regrette, mais c'est pour ça que je parlais du caractère navrant de voir que tout le monde s'était rallié à Bruno Retailleau dans les élections internes au LR. Pathétique. Non, mais je veux dire, c'est... comment il s'appelle l'ancien secrétaire général des LR, le maire de Meaux. Copé. Ou le mec du Nord. Xavier Bertrand. Qu'est-ce qu'il branle là-dedans, quoi? Enfin, moi, Copé, il n'y a aucun doute que Copé, c'est un mec très à droite. Enfin, c'est pas un facho, quoi, tu vois. Et Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Comment c'est possible? Comment ils peuvent s'imaginer qu'on peut reconstruire à partir d'une droite dirigée par un ultra-réac, ultra-conservateur catho? Mais bon, il manque à leur responsabilité politique. Donc, pour conclure... Et y compris Sarkozy. Voilà. Non, mais ils manquent tous à leur responsabilité politique. Pour conclure, c'est que la droite conservatrice traditionnelle ne sait plus où elle va. Et en fait, elle n'a plus, aujourd'hui, elle n'a plus de corpus, elle n'a plus d'identité, elle n'a plus rien. Et donc, elle est obligée d'aller se jeter dans les bras du Rassemblement national, que ça soit en prenant des cafés avec, ou que ça soit en reprenant littéralement tout ce qu'ils racontent, tout leur vocabulaire et tout leur programme. Donc voilà, c'est la conclusion. Et donc, du coup, voilà, je vois pas comment en 2 ans, ils vont réussir à redresser la barre, si ce n'est que Bruno Retailleau soit le Premier ministre de Jordan Bardella, président de la République. Oh mon Dieu. Bon. Troisième sujet, en parlant de cauchemar. Troisième sujet, Sébastien Delogu et l'Algérie. Donc, pour faire très rapidement un point, Sébastien Delogu était en Algérie pour un déplacement d'une semaine. Il a donné une interview à la chaîne officielle publique algérienne, TV2, et il a fait une interview d'une 30aine de minutes dans laquelle il n'est notamment pas revenu sur un des faits importants qui s'était passé le jour ou la veille, qui était la condamnation à 7 ans de prison ferme d'un journaliste de SoFoot qui s'appelle Christophe Glaise, juste parce qu'il avait fait un sujet où il allait faire un sujet sur un club de foot kabyle, et donc ça n'a pas du tout plu au gouvernement Tebboune, et donc ils l'ont foutu en tôle de façon tout aussi arbitraire et scandaleuse que Boualem Sansal, qui, on ne le répétera pas assez, voilà, est un écrivain qui aussi est en prison. Lui a été condamné à 5 ans ferme pour des raisons qui sont tout aussi injustes et injustifiées et injustifiables. Et donc Sébastien Delogu n'a rien dit dessus. Il a même vanté la qualité en fait de la démocratie algérienne. À dire que vraiment les gens étaient gentils là-bas, que il y avait de l'écoute, qu'il y avait du respect, etc. Sous-entendu, pas sous-entendu d'ailleurs, il l'a dit, contrairement à la France. Et dernier moment en fait de cet épisode, Sébastien Delogu, la France Insoumise a produit un communiqué, donc le lendemain ou le surlendemain de cette interview, se distanciant de Sébastien Delogu et disant que ses propos lui appartenaient. Il n'appartenait ni au groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, ni au mouvement de la France Insoumise, et ils ont réaffirmé leur volonté que et Christophe Glaise et Boualem Sansal soient libérés de prison. Voilà, et ils ont pris leur distance par rapport à ça. Moi, ce que j'avais envie qu'on en parle, parce qu'en fait, c'est pas Sébastien Delogu, pour moi, c'est pas très important. Par contre, ce que je crois qui est très important, c'est comment on se positionne par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire que je pense que la France Insoumise veut porter l'idée qu'il faut être respectueux vis-à-vis des Algériens
et du pays, de l'Algérie, des Algériens. Et que la France ne peut pas se comporter de manière violente, méprisante, néocoloniale, comme elle le fait avec Bruno Retailleau en particulier. Et affirmer ça, et ce que moi je défends absolument chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, notamment sur les plateaux télé, ça n'est en aucune façon donner un blanc-seing au gouvernement algérien, qui est un gouvernement complètement corrompu, complètement pourri, qui enferme son pays, qui étouffe son pays, qui le maintient dans un état de pauvreté, de dépendance à la rente pétrolière catastrophique, quoi. Et donc, avoir de la complaisance avec le gouvernement algérien, c'est inacceptable. Si ce journaliste a été arrêté, c'est pas du tout anecdotique que ce soit à la Kabylie. C'est-à-dire qu'en fait, il est allé voir un dirigeant d'un club de foot kabyle, et la Kabylie est le fer de lance du mouvement de contestation démocratique en Algérie. Et que donc, c'est pour ça que le gouvernement algérien l'a mal pris, parce qu'en fait, les forces progressistes et démocratiques en Algérie sont beaucoup portés par les Kabyles là-bas et ici. Et c'est pour ça qu'il les latte, il les mate. Et donc, moi, j'estime qu'il faut absolument se sortir d'un point de vue d'une culture campiste, en fait. C'est-à-dire qu'on choisit son camp. Donc, comme on est contre le néocolonialisme français, alors on défend l'Algérie, son pouvoir, etc. Non. Je veux dire, on est aujourd'hui, en France, on doit être du côté de ceux qui s'opposent à ce gouvernement autoritaire, pourri jusqu'à la moelle, et qui ne cesse que de remuer des vieilles salades pour se maintenir en place et de jouer du nationalisme en mettant des journalistes ou des écrivains en prison. S'ils ont été français, c'est vachement mieux. Voilà, je pense que la capacité de comprendre ça, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est la seule solution. Et moi je suis très fâchée que Sébastien Delogu, qui espère flatter, conquérir et représenter les Algériens, et notamment les Algériens à Marseille, s'imagine que c'est comme ça qu'il va le faire. Non, les Algériens qui sont en France ne sont pas d'accord très majoritairement avec le pouvoir algérien, et que Delogu ne s'occupe pas de conforter les démocrates. Enfin, on voit bien que dans le monde entier, c'est ça la question. C'est d'être en soutien avec les démocrates en Iran, avec les démocrates en Algérie, avec les démocrates au Maroc, avec les démocrates en Russie, en Ukraine, etc., etc. Et en Israël, je ne vois pas last but not least. Voilà. Et bon, c'est juste. Moi, j'étais très fâchée parce que je me suis dit, putain de nom de Dieu, c'est quand même ça l'enjeu, quoi. C'est d'aider les démocrates dans le monde, et pas là il leur met la tête sous l'eau, quoi, en allant porter caution, en allant dire au gouvernement algérien, vous êtes formidable, d'ailleurs moi, etc. Je suis complètement d'accord avec toi, et la culture campiste est quelque chose vraiment d'abominable. En fait, il faut comprendre à chaque fois les sociétés dans leur complexité, et leur complexité, c'est bien évidemment, il y a la problématique en ce qui concerne l'Algérie, la problématique néocoloniale, il y a la problématique du pouvoir corrompu, mais il y a aussi la problématique de, en fait, toutes les forces, en fait, qui sont à l'œuvre dans la démocratie algérienne, tu vois. Mais le problème, c'est que les comprendre et après, en plus, les retranscrire dans un discours politique est quelque chose de complexe. Parce que ça vaut aussi pour la Syrie, tu vois. Ça vaut aussi pour l'Iran. Et donc, te dire, ah bon, bah voilà, genre, on n'aime pas le gouvernement israélien, il tire sur l'Iran, bon, on va être du côté des mollahs. Non, mais c'est quoi ça, c'est le raisonnement à la con qui est fait, alors, notamment par la droite, hein, mais qui est aussi fait par une partie de la gauche, tu vois. Et t'es là genre, mais où est-ce qu'on est en fait, enfin genre comment est-ce qu'on peut arriver, et ça c'est, comme tu dis très bien, c'est la culture campiste. Mais pour sortir de cette culture campiste, il faut avoir une compréhension de toutes les sociétés, tu vois, dans leur complexité. Et c'est pas pas écraser le pays
l'État, la société. Tout ça, ça ne fait pas un seul tout. C'est des choses qui sont différentes et qu'on peut respecter un pays, respecter un peuple et être en désaccord avec son gouvernement. Et ça vaut pour la France. Tu vois, genre, parce que j'imagine que Sébastien Delogu, comme genre les Insoumis, ne considère pas que la France est tout entière représentée par Emmanuel Macron. Elle est représentée dans certaines instances, mais enfin, genre, il n'y a pas une homogénéité totale entre nous et Emmanuel Macron. Et Retailleau. Et Retailleau. Voilà. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que tous vos jeunes là autour de vous auront réussi leur bac. Oui, c'est vrai. C'était aujourd'hui on a fait une petite pause pour aller voir le résultat du bac. De son fils. De mon fils, voilà. Qu'il a eu. Bravo Alex. Voilà. Donc on espère que vos enfants, vos neveux et nièces. Ou vous, si vous avez 18 ans et que vous regardez le. Ou vos petits-enfants, enfin tous ceux qui autour de vous ont passé le bac, on espère qu'ils ont réussi. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. T'as raison, c'est sympa. C'est sympa.